Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Lord Associés pour VK. On va parler des groupements d'opérateurs dans le cadre de la commande publique dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec le Conseil d'État qui répond à une question. Bien, j'ai un fonctionnaire, territorial en l'espèce, ok, qui est en détachement, bien, l'organisme d'accueil le licencie, l'administration d'origine ne peut pas immédiatement le réintégrer. Est-ce qu'il a le droit à la question de chômage? Oui, dans certaines conditions, nous dit le Conseil d'État. Conseil d'État qui nous dit aussi que l'agent public peut avoir le bénéfice de la protection fonctionnelle devant des instances engagées devant le juge administratif de droit commun, mais pas dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Vous vous en souvenez, on a vu ça récemment. Et le théâtre Cergy-Pontoise, de son côté, a rendu une décision intéressante dans les cas de démission sous contrainte, pendant que celui de Grenoble, embrayant après plusieurs autres TA, a censuré le principe de congé menstruel donné par l'administration, ainsi que quelques autres congés d'ailleurs, interruption de grossesse ou deuxième parent, qui en l'espèce avaient été bâtis sous la forme d'autorisation spéciale d'absence. Passons à l'Europe maintenant, avec 4 règlements européens importants qui ont été adoptés, urgence résidence du marché intérieur, emballage, produits de la construction et espace européen des données de santé, qui sont évidemment des sujets qui vont intéresser les administrations publiques en premier lieu. L'ACA de Nantes a confirmé qu'il fallait avoir une interprétation restrictive des cas de quasi-régie, oui pour les SPL sous certaines conditions, non dans le cas des SEM à quelques micro-détails près, oui c'est possible en droit européen, mais en fait en droit français ça sera quasiment jamais le cas pour les SEM. Et puis la CA de Marseille a rendu une décision relativement novatrice. On a l'habitude en commande publique de gérer les questions de candidat évincé et de son indemnisation. Oui, mais là c'est une indemnisation du candidat évincé en cas d'occupation domaniale, voire cet arrêt. Et puis en urbanisme, le Conseil d'État a précisé toute une série de règles quand on est dans les contentieux, donc en urbain, dans le cadre des procédures particulières en zone tendue. Extension large confirmée par le Conseil d'État du fait que c'est bien devant le Conseil d'État en premier et dernier ressort qu'on va aller pour l'éolien en mer. On le savait que par toute une série de décisions, 2023 et 2024 notamment, le Conseil d'État avait confirmé qu'il faut avoir une lecture large de cette attribution de compétences qui lui avait été faite. Et bien ça s'étend aussi au stade des annulations d'autorisation environnementale portant sur cet éolien en mer, nous dit le Conseil d'État le 3 mars 2025. Environnement toujours, le Conseil constitutionnel n'a pas censuré le principe des dérogations espèces protégées par voie décrétale ou législative. Je m'explique. Dans la loi dite industrie verte, on a décidé qu'il y avait une sorte de présomption de raison d'intérêt public majeur, l'IPM, d'un raison impérative d'intérêt public majeur, permettant des dérogations à la protection aux règles espèces protégées dans toute une série de projets fixés par décret. Les associations environnementales disaient attendez, non, il faut pouvoir agir, non pas en amont au stade du décret, mais en aval, sinon le contentieux est moins concret et ça nous prive d'un vrai droit au recours au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Non, c'est bon, nous dit le Conseil constitutionnel, ce qui était assez discuté. Ceci dit, la possibilité de le fixer par loi ou par décret, donc dès l'amont de fixer cette reconnaissance d'une RIPM, pourrait ne pas être conforme au droit européen à suivre. Le TA de Poitiers, de son côté, a estimé que certes le maire peut avoir dans un certain nombre de cas des pouvoirs de police spéciales en matière de collecte des déchets. Quand je dis dans certains cas, c'est que par défaut il l'a, mais comme vous le savez, c'est transféré à l'intercommunalité, sauf opposition. Voir 52.11, 9.1 et 9.2 et 9.2 du CGCT. Oui, mais est-ce que ce pouvoir qu'a le maire s'il n'a pas été transféré à l'intercommunalité, donc, est-ce que ça lui permet de choisir entre collecte des déchets en porte-à-porte ou à port volontaire? Non, nous dit le théâtre de Poitiers, assez logiquement d'ailleurs. Et puis, diffusion de la très attendue instruction sur tous les financements, notamment fonds verts, mais pas uniquement, avec une confirmation sur une certaine priorité sur les aspects environnementaux. Voici ici les références. Restons dans la question financière. On sait très bien que depuis au moins 2016, il y a un certain nombre d'adoptions de budgets qui sont annulées parce que le débat et le rapport d'orientation budgétaire étaient faits de manière trop légère.
Oui, le théâtre de Marseille le confirme dans le cas de la ville de Marseille, mais avec la possibilité d'annulation différée qui permettent de rattraper le coup en quelque sorte. Et puis, une information pratique, c'est toujours, comme tous les ans, c'est gratuit, c'est diffusé par la Banque Postale, ça s'appelle le DOB en instantané, ça permet d'avoir beaucoup de documents qu'on pourra réutiliser sur son propre rapport d'orientation budgétaire pour alimenter son DOB, donc à voir sur le site de la Banque Postale. Volet enfance maintenant, avec un délai de 6 mois avant toute nouvelle demande pour un agrément, pour un assistant maternel ou familial, lorsque l'agrément précédent a été retiré pour certains faits de violence. C'est nouveau, mais enfin c'est un peu logique quand même, c'est le minimum même. Par ailleurs, il y a aussi un autre texte en matière de petite enfance que voici. En matière de contentieux, depuis une loi de 2024, mais ceci n'est mis en œuvre de manière concrète qu'avec un nouveau décret que voici, on a une nouvelle procédure devant le juge administratif sur le contrôle des demandes visant à bouter hors d'Internet la pédopornographie et quelques autres horreurs. Donc voici ici ce nouveau cadre juridique d'intervention du juge administratif de manière pérenne pour la pédopornographie et de manière expérimentale sur 2 ans sur un certain nombre d'autres cas. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier, marché public, les groupements d'opérateurs économiques entre incertitudes et nouveautés. On en avait parlé ensemble, le 30 décembre 2024 a été signé un décret publié au JO du lendemain qui simplifiait pas mal de choses en matière de commande publique, pérennisation, prolongation du seuil de 100 000 € pour les marchés de travaux, etc., etc. On en avait parlé. Parmi ces éléments, il y a la question des groupements d'opérateurs économiques entre incertitudes et nouveautés. Il y a la possibilité, enfin un certain nombre de souplesses nouvelles en la matière, très bien, sauf que à pratiquer commence à émerger d'un peu partout en France des questions sur comment on va gérer ces souplesses qui sont potentiellement piégeuses ou en tout cas qui ont des contours, qui ont quelques marges un peu floues. Alors j'ai voulu poser des questions à mon associé Evangéla Caramitro. Bonjour Evita. Bonjour. Première question, quelles sont les nouveautés en matière de groupement d'entreprise de ce décret? Alors, nous avons 2 séries de nouveautés qui essayent en fait d'établir un cadre plus souple pour la constitution ou la transformation de ces groupements en cours de procédure. Alors, on a notamment 2 articles qui ont été modifiés, les R2142-3 du Code de la commande publique. Dans le cadre de procédures incluant donc une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, les candidats peuvent se constituer en groupement après la remise des candidatures ou peuvent transformer ce groupement après la remise des candidatures et jusqu'à la signature du contrat. De même, donc là, c'est l'article R2142-26 du Code de la commande publique, les groupements peuvent modifier leur constitution, leur composition, sous certaines conditions. Pareil, après la phase de la remise des candidatures. La règle qui ne change pas, enfin la rédaction du code a un tout petit peu été modifiée, mais la règle ne change pas. L'acheteur ne peut exiger une forme juridique déterminée pour le groupement qu'après l'attribution du marché et seulement si cela est bien sûr nécessaire à sa bonne exécution. Alors, en ce qui concerne, Eric, cette première nouveauté, c'est-à-dire l'article R2142-3 du Code de la commande publique, un candidat peut se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, c'est-à-dire après avoir déposé sa candidature, avec un ou plusieurs des candidats invités déjà à négocier ou à participer au dialogue, ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions-là? Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées. Bon, ça va de soi. Et la constitution d'un groupement ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre les candidats.
Et là, on peut se poser quand même quelques petites questions. Ce qui peut nous interroger ici est cette possibilité pour un candidat de constituer un groupement avec d'autres candidats, nous dit les textes, qui participent déjà à la procédure de passation. Ça nous semble un petit peu curieux. C'est-à-dire, il faut que les candidats se connaissent entre eux, sont connus d'une certaine manière, en sachant que l'acheteur ne divulgue pas évidemment le nom de participants à un dialogue ou à une négociation. Et là, il peut y avoir des problématiques d'entente anticoncurrentielle. Le risque peut être très fort dans certains cas. Il peut aussi y avoir des possibilités de restriction de la part des candidats d'une mise en concurrence. Évidemment, quand on a 5, 6, 7, 8, 9 candidats, tout va bien. Mais quand on n'a que 3, on voit bien que la mise en concurrence peut ne pas être effective pour la personne publique. Donc, l'efficacité aussi peut poser des questions. Bon, c'est aussi un ajustement au droit européen en réalité. Oui, tout à fait. Il y a eu déjà donc au moins une jurisprudence, notamment sur ce point-là, de la Cour de justice de l'Union européenne, en fait, qui concernait une législation italienne qui était assez restrictive sur ce point-là. Bon, l'acheteur peut autoriser cette évolution de la composition du groupement. Mais le doit-il et faut-il le rappeler dans le règlement de consultation? Oui, alors, donc bien, le texte dit bien, l'acheteur peut, hein, donc il faut examiner au cas par cas. Déjà, il faut examiner si les conditions sont remplies, mais il est vrai que comme la Cour de justice de l'Union européenne incite quand même les États à être beaucoup plus souples hein, sur ce point-là, je pense qu'il faut bien qu'on examine les conditions si on est du côté de l'acheteur public. Et il serait plus prudent, si les conditions sont remplies quand même, bien sûr, hein, que l'acheteur autorise cette évolution du groupement, mais tout en respectant bien sûr l'égalité de traitement des candidats. Alors, s'il veut refuser de le faire, ce que j'aurais bien recommandé, bien sûr, c'est de motiver ce refus. Alors, est-ce qu'il faut qu'on l'indique dans le règlement de la consultation? Pourquoi pas pour des raisons pédagogiques? Aussi, comme la disposition elle est nouvelle, ça pourrait être bien que les candidats puissent en prendre connaissance et avoir ça sous les yeux dans le règlement de la consultation parce que ils peuvent ne pas être au courant de cette possibilité puisque le Code de la commande publique comporte plein d'articles et il est vrai que quelquefois on peut se sentir un peu perdu là-dedans. Faut-il avoir les garanties économiques, financières, techniques et professionnelles, comme d'habitude, exigées par l'acheteur? C'est une condition fixée par le décret. Oui, bien sûr, c'est une des conditions, mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport à la législation précédente, hein, par rapport à ce qu'on connaît déjà. Et sur la seconde nouveauté, à savoir la modification de la composition du groupement, que peux-tu nous dire de ce fameux article R2142-26 du Code de la commande publique? Voilà, c'est cet article-là qui est concerné. En principe, la composition du groupement ne peut être modifiée, c'est ce qu'on connaissait déjà hein, de toute façon, entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, et c'est ça la nouveauté, la composition du groupement peut désormais être modifiée entre la remise de candidatures et la signature du marché dans certaines conditions. En cas donc d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le groupement peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, ou alors plusieurs sous-traitants, ou alors des entreprises liées. Pour ce faire, il faut bien sûr obtenir l'autorisation de l'acheteur public qui se prononce après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformés et les cas échéants des sous-traitants ou entreprises liées présentées à son acceptation au regard des conditions de participation qu'il a déjà définies. Cette transformation peut aussi s'opérer dans le cadre de procédures incluant, comme je le disais pour l'autre article, une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, après autorisation encore une fois de l'acheteur, et lorsque les deux conditions sont remplies encore une fois, c'est-à-dire que le groupement dispose véritablement de capacités techniques, financières, économiques, professionnelles, etc., et lorsque cette modification, encore une fois, ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement des candidats et à une concurrence effective entre ceux-ci. Bien, merci beaucoup. Au revoir.
Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.